L'industrie automobile est en constante évolution et depuis quelques années, les constructeurs bataillent ferme pour proposer de nouvelles technologies avant la concurrence. Comme tout, cela a un prix, c'est la raison pour laquelle depuis des décennies, des alliances sont formées pour partager les coûts et permettre la mise en place de révolutions qu'une marque seule ne pourrait financièrement pas supporter. Parfois, ce ne sont pas des marques mais des groupes qui doivent s'associer entre concurrents pour faire face aux limites budgétaires. Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock, troisième partie de notre gros dos, marque et groupe automobile, avec aujourd'hui encore un beau morceau, bien saignant, ou bien cuit comme vous voulez. Les associations de grandes marques ou de groupes supposés être concurrents, mais qui quand même travaillent ensemble. On l'a vu dans l'épisode précédent, parfois des mêmes décisions sont prises dans des groupes différents pour des raisons complètement différentes, et ici encore ça va être le cas, même si vous allez le voir, souvent il y a une raison qui revient beaucoup, trop, dans tous les domaines et pas seulement l'automobile. Et vous voyez probablement déjà de quoi je parle, mais on en reparle en fin de vidéo. Pour rester dans le domaine de l'automobile, on va le voir, des petites voitures citadines au plus gros modèle, tous les segments de marché sont concernés, et je vous propose de commencer par le bas de l'échelle avec les petites citadines, puis de monter progressivement en gamme, pour voir un petit peu quelles sont les raisons qui peuvent pousser des constructeurs à travailler avec leurs concurrents, même dans des secteurs où normalement le concurrent, tu travailles pas avec lui, clairement pas. Comme pour les précédents épisodes, je vous invite à regarder la description de la vidéo, vous y trouverez en effet plein de choses intéressantes, les liens vers mes réseaux sociaux déjà, mais aussi les timecodes des différents chapitres de cette vidéo, si vous recherchez une information en particulier ou si vous souhaitez la regarder en plusieurs parties, c'est chapitré. Sans grande surprise du côté des citadines, lorsque des constructeurs s'amusent à travailler ensemble autour du segment A, la raison, c'est le pognon. Fabriquer une voiture, que ça soit une grande berline qu'on va pouvoir vendre très cher, ou une petite citadine qu'on va essayer de vendre moins de 10 000 €, ce qui n'existe plus sur le marché, ou presque. Il y a certains frais qu'on ne peut pas compresser, par conséquent, en travaillant avec des concurrents ou en regroupant un maximum de marques autour du projet, on peut, à défaut de compresser le budget alloué au développement, le partager en plusieurs parties. C'est la raison pour laquelle certaines petites autos sont fabriquées par des constructeurs qui, normalement, sont des concurrents et ne travaillent pas ensemble. Un autre intérêt de travailler avec les concurrents, c'est que parfois on va réussir à leur piquer des parts de marché. En effet, on va proposer un produit très similaire, mais en jouant sur des options différentes ou des prix un peu différente de ce que notre camarade va pouvoir faire, on va parfois réussir à piquer des parts. Évidemment, à ce stade de la gamme, on va très peu différencier esthétiquement les modèles. Dessiner un nouveau pare-choc, c'est pas ce qui coûte le plus cher à un constructeur, mais on va pas pouvoir modifier énormément le véhicule, sinon on va plus trop rentrer dans les frais et on va pas pouvoir la vendre aussi peu cher que le concurrent. Du coup, généralement, on se retrouve avec des voitures qui se ressemblent beaucoup, et c'est personnellement ce qui me dérange un petit peu, alors que le châssis, que les mécaniques soient mises en commun, ok, que la carrosserie soit identique, ça me gêne un peu plus. Deux exemples parlants sur le marché européen, on va parler des constructeurs français, puisque d'un côté nous avons le duo PSA et Toyota, oui, PSA encore à l'époque, avec la Peugeot 107, la Citroën C1 et la Toyota Aygo. J'ai bien pris l'exemple de la Peugeot 107 et pas de la 108, parce que vous allez le voir, il y a un truc sur cette première génération qui illustre parfaitement ce que je viens de dire, à savoir qu'on modifie pas trop l'esthétique des voitures, C1 et 107, excusez-moi, mais à part le logo sur la calandre, c'est vachement copié-collé. Ah non, pardon, la Peugeot a les feux rouges, la Citroën les a noirs. Waouh! Alors qu'à côté de ça, la Toyota Aygo, portant sur la même plateforme, a, en termes de carrosserie, un style un peu plus démarqué. Deux raisons à cela. La première, je pense, c'est que PSA peut faire des voitures identiques, ils vont quand même réussir à les vendre chacun de leur côté. Par contre, de la part de Toyota, avoir un design identique aux deux françaises, que je trouve personnellement horrible, bon, enfin ça c'est une question de goût, c'était peut-être pas très vendeur. Revenons à PSA avec la gamme juste au-dessus, la 207, développée en partenariat partiel avec un autre constructeur concurrent, européen celui-ci, BMW. Alors pour le coup, je rassure tout le monde, non, il n'y a pas de châssis Peugeot dans les BMW, ni inversement. Chaque constructeur a quand même gardé ses châssis. Par contre, niveau mécanique, c'est l'époque où Peugeot et BMW se sont rapprochés pour le développement d'un petit moteur 1,6 litre pétillant, supposé être performant, le 1,6 litre THP. Ouais, 3 lettres qui font saigner du nez et des oreilles, tous ceux qui en ont eu un. L'idée était en effet d'uniformiser un peu la gamme du groupe allemand et donc de réduire un peu les coûts. Pourquoi avoir la Mini traction, la BM propulsion, un moteur spécifique à la Mini, un autre dans la BM? Ils ont pris le 1600 THP, développé en partenariat avec Peugeot, et je sais pas quelle marque a travaillé sur quelle partie du moteur, mais à mon avis, chaque marque a pris la partie qu'ils ne savent pas faire et ils ont tout mis ensemble. Donc
Voilà, pourquoi pas. Finalement, sur la génération suivante, BMW décidera de passer la série 1 en traction et de remettre des blocs BMW dans les Mini. Cette petite mésaventure franco-allemande a eu un parallèle avec Renault et Mercedes, un parallèle un peu plus heureux, heureusement. D'ailleurs, il est à noter que ce petit partenariat de Peugeot avec BMW aurait initialement dû se faire avec Mercedes. En effet, au milieu des années 2000, Mercedes voit que le marché de la citadine polyvalente est en plein boom en Europe, mais aussi aux États-Unis où ça commence à de plus en plus se vendre. Et donc, dans les bureaux allemands, on se dit, tiens, ça pourrait être pas mal de proposer des moteurs un peu plus petits, et une citadine qui va avec. Même si la première classe A a été un gros bide, ils veulent retenter l'expérience et mettent donc en développement un nouveau moteur de cylindrée plus raisonnable en essayant autant que possible de garder les qualités qui font une Mercedes, à savoir une certaine fiabilité et un niveau de performance décent. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, ça coûte vachement cher à développer et si Mercedes veut le mettre en production, il va aussi coûter très cher à produire. Par conséquent, les ingénieurs se remettent au travail, planchent sur une V2 de leur moteur et essayent de dégager tout ce qui coûte beaucoup d'argent et qui ne sert peut-être pas à grand chose. De nouveau, problème, cette fois-ci, effectivement, la mise en production du moteur serait relativement rentable, mais ils sont pas fiables. C'est ballot. Stuttgart se rend donc à l'évidence, ils ne sont pas capables de faire des moteurs à la fois pas chers et costauds tout en étant performants, et par conséquent ils cherchent un partenariat avec un constructeur européen qui sait faire des voitures économiques. C'est Peugeot qui dégaine premier. Non. Pendant que Peugeot part chez BMW, Renault répond. Cette fois-ci, les tests sur les moteurs Renault sont plutôt satisfaisants. C'est ainsi que va naître la deuxième génération de Mercedes classe A. Pendant ce temps-là, sur la même plateforme, Renault proposera la Renault Clio 4. Par conséquent, nous avons donc une plateforme commune, des moteurs communs pour tous. Ce sera donc les moteurs Renault dans toutes les versions, sauf dans les versions un peu plus haut de gamme de la Mercedes. Et à l'avenir, eh bien, les moteurs Renault finiront même par migrer vers des gammes plus grosses de Mercedes, la première en profiter étant bien sûr la classe C, en dessous de 2 litres. Au-dessus, on garde les moteurs Mercedes. Dans le même temps, ce partenariat franco-allemand donnera naissance à une nouvelle génération de Smart 4x4, ainsi qu'au renouvellement de la Twingo qui va se mettre la tête à l'envers en reprenant la plateforme de la Smart, propulsion à moteur arrière alors que les anciennes Twingo ont toujours été des tractions à moteur avant. On l'a déjà évoqué avec les citadines, on va pas éterniser le sujet sur les berlines moyennes. Globalement, les enjeux sont les mêmes, on travaille ensemble pour dépenser moins de pognon dans le développement et faire plus de marge. La différence qu'il va y avoir avec les citadines, justement, c'est que là où pour les petites voitures de ville, l'idée va être de casser le prix d'achat de la voiture pour le client final de façon à gratter des parts de marché aux concurrents, sur les berlines moyennes, le budget est un petit peu moins mis en avant et c'est pas véritablement pour casser les prix de vente qu'on va le faire, mais plutôt pour faire plus de marge. Ouais. Tant qu'à faire, hein, si on peut vendre la caisse au même prix mais en ayant investi moins au départ, on fait plus de bénéfices, c'est plus rentable. L'argent, le nerf de la guerre. Là où c'est plus étonnant, c'est que là, entre une Clio et une classe A, et c'est pas trop flagrant que c'est la même bagnole en dessous, là par contre, sur les berlines moyennes, on retrouve quelques constructeurs qui se disent que c'est même pas la peine de faire semblant, et que autant reprendre directement la voiture telle qu'elle et juste changer le logo sur la calandre. Oui Suzuki, c'est vous que je vise. Alors si vous faites partie de ces gens qui ont acheté, dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter ces modèles-là plutôt que les mêmes modèles chez Toyota? Vous l'achetez exactement au même prix, et quand vous allez vouloir la revendre d'ici quelques années, les gens sur le marché de l'occasion ne vont pas la racheter au même prix. Vous avez joué là-dessus pour avoir une très grosse remise sur l'achat de la Suzuki et que Toyota ne vous aurait pas fait cette remise-là, là ok, donc vous avez peut-être gagné un peu. Mais alors, si vous l'avez acheté prix plein, mauvaise pioche. Ah, les familiales. Mais au fait, c'est quoi une familiale? De mon point de vue, une familiale, c'est une grande berline. Néanmoins, de nos jours, une familiale, ça peut également être un monospace ou un ludospace, ou encore un SUV. Du coup, on va aborder les trois sujets au sein même des familiales. Et on va commencer avec un exemple que j'aime bien, la Seat Exeo. Très peu de temps avant sa sortie, l'Audi A4 B7 sort du catalogue Audi pour laisser place à la B8, et chez Seat, on se dit que ça pourrait être une bonne idée de récupérer les chaînes de montage de la génération B7, de modifier vite fait l'esthétique de la voiture et de la proposer dans la gamme Seat comme nouvelle berline. Et le tout n'a pas coûté trop cher à Seat puisqu'il a fallu, un peu à la façon de Jackie qui pose des phares de Bora sur sa Golf 4, redessiner vite fait la face avant, les feux rouges et hop, on envoie. Ça coûte pas cher et c'est réussi. En même temps, comment rater le coup de crayon quand t'as juste à remplacer les phares sur une Audi? Néanmoins, en 2013, soit seulement 4 ans après, c'est très court 4 ans pour une berline de ce gabarit, la Seat Exeo sort du catalogue avec des ventes qui n'ont jamais véritablement décollé.
Mais pourquoi ça n'a pas décollé? Qu'est-ce qui a merdé? Le problème de la Seat Exeo, c'est simplement, c'est une Seat. Le badge sur la calandre ne correspond pas véritablement à la tranche tarifaire dans laquelle ils ont voulu la vendre. Pour bien vendre un produit, il faut d'abord bien cibler ta clientèle et lui proposer ce qu'elle recherche. À ce sujet, j'aimerais faire un petit retour sur les précédents épisodes des ADP sur ce gros dos. Je vous avais annoncé précédemment que Seat allait disparaître d'ici quelques années, Volkswagen ayant décidé que Cupra allait prendre sa place et que Seat allait partir à la benne. Volkswagen a changé d'avis. C'est tout récent, l'information vient de tomber quelques heures avant que je tourne cette vidéo. Skoda étant relativement monté en gamme ces derniers temps, il n'y a plus de constructeurs low cost, dans le bon sens du terme, dans la gamme Volkswagen. Et par conséquent, finalement, Seat ne va pas mourir, mais va récupérer la place vacante laissée par Skoda. Du coup, il faut toujours y croire. Jusqu'à la fin, ce n'est pas fini. Seat n'est pas mort. Vive Seat! Revenons sur notre sujet du jour et passons cette fois au monospace. Alors dans les monospaces, on peut évidemment évoquer les très anciens modèles du genre Citroën Évasion, Peugeot 807, Fiat Ulysse. Mais bon, ils ont disparu de la circulation depuis longtemps, donc on va plutôt s'intéresser au ludospace, qui est encore un segment sur lequel les ventes sont présentes. Si je vous dis Citan, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous le connaissez tous, c'est un Renault Kangoo, mais Mercedes. Néanmoins, là où Mercedes fait fort, c'est que les premiers millésimes étaient littéralement des Kangoo rebadgés, c'était à peine maquillé. Pire que ça encore, à bord, pas d'autoradio, même dans les versions familiales, alors que le Dacia Docker utilitaire a mis une radio d'origine. Sur une Mercedes, ça fait tâche. Je n'ai pas fini! Ils ont heureusement rapidement corrigé le tir en proposant une radio toute noire. Alors vous allez me dire, bon pourquoi pas, la sobriété allemande, une radio toute noire, ok c'est cool. Pourquoi dans le Dacia Docker, le même autoradio était proposé avec des boutons chromés? Enfin je veux dire c'est le monde à l'envers quoi, du chrome dans la Dacia et du plastoc noir dans une Mercedes. Alors c'est une camionnette, ok, mais le Docker aussi c'est une camionnette. Techniquement le Docker est aussi un Renault Kangoo. Du coup, je repose encore une question à vous tous dans la communauté, répondez-moi en commentaire. À ceux qui ont acheté le Mercedes Citan, pourquoi? De mon point de vue, dans cette catégorie, si vous avez le choix uniquement entre Dacia, Renault et Mercedes-Benz, pour moi, le choix malin, c'est le choix roumain. Grande mode de ces dernières années, le SUV. Et là encore, si tu veux suivre le marché, il faut que tu aies des SUV. C'est pas un SUV, c'est des SUV dans ta gamme. Et là encore, on va retomber sur PSA, avec deux modèles français basés sur un modèle japonais. Le Mitsubishi Outlander qui aura donné naissance au Citroën C-Crosser ainsi qu'à la Peugeot 4007. C'est des clones. Alors la face avant a été redessinée, chaque marque ayant mis son identité de l'époque. C'était le moment où les trois marques avaient une identité visuelle Nicolas. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Le cul par contre, qui est beaucoup plus réussi je trouve, est commun aux trois modèles. Ils ont tenté de faire des trucs différents sur la partie moche, mais la partie réussie, ils l'ont gardé tous les trois. C'est déjà un bon début. Pourquoi ce rapprochement? Il faut savoir qu'à l'époque, les constructeurs se lancent de plus en plus sur les véhicules hybrides, et on le sait, l'Outlander sera proposé un peu plus tard en version PHEV. Ça va permettre ainsi à Peugeot et Citroën également de proposer des versions hybrides diesel, en se basant sur les travaux déjà effectués par Mitsubishi sur le sujet. Peugeot et Citroën profiteront également de ce partenariat avec Mitsubishi pour proposer leur première voiture 100% électrique, la Peugeot Ion, ainsi que la Citroën C0, qui seront ni plus ni moins que des Mitsubishi AIMIEV rebadgés du lion ou des chevrons. Et qu'on prenne n'importe laquelle des trois, berk, c'est dégueulasse esthétiquement. Et une vente est une vente, et je suis persuadé qu'à chaque Peugeot et à chaque Citroën électrique vendu, Mitsubishi prenait sa commission. Bon, ils n'ont pas dû prendre beaucoup de commission du coup, mais voilà, c'est chacun sa merde. En parlant de commission. Quittons les Sport Utility Vehicles pour juste les Utility Vehicles, les véhicules utilitaires, également connus sous le nom de gamme commerciale. C'est tellement vendeur. Alors si pour certains, une voiture commerciale c'est une Clio sans la banquette, ici on va bien sûr parler de camionnettes. Alors ça fait des plombes que Peugeot et Citroën nous proposent des utilitaires qui sont communs aux deux marques, en fait depuis que Peugeot a racheté Citroën. Ça fait également très longtemps que Fiat s'est associé à PSA pour proposer les mêmes camionnettes que PSA mais badgées Fiat. Pendant quelques années, il est vrai qu'une partie de la gamme utilitaire Fiat a été faite en commun avec Renault. Évidemment, depuis que FCA et PSA ont fusionné pour former Stellantis, Fiat et Peugeot retravaillent de nouveau ensemble sur les camionnettes. Alors jusque là, rien de fou, ça fait des années, on est habitué, mais là où ça commence à faire bizarre, c'est que ça fait maintenant quelques années que le Fiat Ducato et ses cousins français sont proposés aux États-Unis, oui, ils arrivent à vendre ça aux États-Unis, sous la marque RAM. Attention, c'est pas fini. Nous retrouvons également des utilitaires
PSA, rebadgé Opel. Là encore, pourquoi pas? Opel qui a travaillé comme Fiat quelques années avec Renault et qui, faisant maintenant partie de Stellantis, travaille avec Peugeot. Rien de choquant ici encore une nouvelle fois. Mais c'est pas fini encore, non! Toyota aussi propose des camionnettes Peugeot rebadgées. En l'occurrence, chez Toyota, nous retrouvons donc l'équivalent du Rifter ainsi que l'équivalent du Fiat Scudo. Je n'essaye plus de comprendre, voilà. Alors, avec un groupe de camionnettes communs aussi gros autour de Stellantis et de quelques autres marques qui gravitent vite fait autour, que reste-t-il à la concurrence? Eh bien, il reste Renault-Nissan, parfois rejoint par Mercedes, mais pas toujours, puisque le troisième grand groupe avec lequel Mercedes produit ses grandes camionnettes, c'est le groupe Volkswagen MAN. En effet, MAN, ce sont des camions, mais ce sont aussi des camionnettes, des utilitaires légers, fabriqués en commun avec Volkswagen, en même temps MAN appartient à VAG, et fabriqués en commun donc avec Mercedes. Et ils sont faciles à reconnaître puisque lorsque vous les voyez de dos, vous avez entre les deux portes battantes, au milieu, le logo, soit Mercedes, Volkswagen ou MAN, qui est superposé entre les deux portes et qui est attenant à une des deux portes. Ce qui fait que si vous fermez la mauvaise portière en premier et que vous claquez la deuxième, vous arrachez le badge. Ça fait toujours classe d'avoir une Mercedes avec le logo qui s'est envolé d'un coup de portière mal placé. Mais bon. Deutsche Qualität. À l'opposé du spectre, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les voitures de sport et de luxe sont également touchées par ce fléau du « on met tout en commun entre concurrents ». Ainsi, un exemple assez frappant de voiture de sport assez haut de gamme, qui récupère pas mal de trucs à gauche à droite pour faire un nouveau modèle qui d'ailleurs plaît bien, l'Audi R8. En effet, initialement proposé en V8, l'Audi R8 reprend néanmoins pas mal d'éléments techniques de la Lamborghini Gallardo. Bon après, personnellement, je n'ai rien contre l'Audi R8. Pour le coup, ils ont au moins fait les choses bien en déguisant esthétiquement la voiture pour lui donner un look Audi. Et pour moi, que ce soit la Lamborghini ou l'Audi, bah, elles sont toutes très belles, donc pas de problème. Quand c'est bien fait, il faut le dire aussi. Plus abordable, le duo constitué des Toyota 86 et Subaru BRZ. Là, pour le coup, il n'y a pas de grosse surprise. Dès le début, les constructeurs ont annoncé travailler sur un projet de petite sportive en commun, et dès le début, ça a été bien défini. Subaru s'occupe du bas moteur, Toyota du haut moteur, les deux travaillent sur un châssis en commun, et le style est également mis en commun. Là pour le coup, on a fait un peu du PSA, clairement. Alors, pourquoi ce travail entre Toyota et Subaru? Quand j'étais gamin, la gamme Toyota, il y avait du sport à tous les étages, Yaris T-Sport, Corolla T-Sport, Celica, MR, Supra, et j'en passais des meilleurs. Et à l'époque où la 86 et la BRZ reviennent sur le marché, la gamme Toyota, c'est la Prius et une gamme de voitures thermiques insipides au possible, dont personnellement, j'étais pas particulièrement fan. La 86 a ramené ce petit truc en plus dans la gamme Toyota qui m'a fait ré-aimer Toyota. Et pour Subaru, c'était l'occasion de proposer une nouvelle voiture dans la gamme, parce que la gamme Subaru à l'époque, t'avais littéralement 3 modèles quoi. Enfin, on rappellera que si Subaru est indépendant, on l'a vu dans l'épisode 1 de ce gros dos, Toyota est actionnaire. Encore plus abordable que la 86 et la BRZ, le duo, presque trio, formé par la Mazda MX-5 et les Fiat et Abarth 124. Comme pour 86 et BRZ, sans le rapprochement entre Mazda et Fiat, ces voitures n'existeraient pas, ou plus. Mais pour plus d'informations, je vous invite à aller voir les ADP spéciales Mazda MX-5, on en a parlé longuement dans cet épisode, donc je vais pas me réétaler sur le sujet ici. Enfin, pour terminer cette vidéo, l'ultra luxe n'est pas uniquement les voitures de sport, mais aussi les grandes berlines style Bentley ou Rolls. Et en parlant des deux marques britanniques, avant leur rachat respectif par Volkswagen et BMW, ces deux marques travaillaient en commun. Et oui, ça peut sembler bizarre, mais ces deux marques qui aujourd'hui sont des concurrents ont travaillé très longtemps ensemble. Ainsi, on pouvait retrouver chez Bentley des voitures qui étaient identiques esthétiquement aux Rolls, mais avec des finitions différentes. Et là où chez Rolls, on avait du chrome, surtout du chrome, et un grand confort intérieur, et bien du côté de Bentley, on retrouvait des finitions peintes un peu plus sportives visuellement, et un intérieur également un peu plus typé sportif. Bon après il faut le dire vite, ça reste quand même des parpaings de 2,5 tonnes, avec approximativement la même manœuvrabilité qu'une péniche. Mais c'était dynamique, alors que chez Rolls, c'était tout pour le confort et le luxe. Un point tel que d'ailleurs Rolls n'évoquait absolument jamais la puissance de ses moteurs, et se contentait de dire que la puissance était largement suffisante. Tu m'étonnes. En résumé, si le nerf de la guerre reste le pognon, ça reste du commerce, la vente d'automobiles,
Chaque segment doit faire face à des pièges et des limitations différentes, poussant les constructeurs dans leur dernier retranchement budgétaire. Alors évidemment, les constructeurs pourraient travailler solo chacun de leur côté, nous proposer à terme les mêmes produits que ce qu'ils font actuellement, mais le développement de ces produits serait alors beaucoup plus long et surtout beaucoup moins abouti. De plus, l'entièreté de la gamme serait également plus chère, puisque chaque denier investi par les constructeurs devrait être rentabilisé sur les ventes, et donc on ne pourrait pas avoir des voitures aussi peu chères qu'en 2024. Eh ben, je veux pas savoir le prix des voitures si les constructeurs travaillaient pas ensemble, hein, et ça pique déjà actuellement, alors bon. L'autre grosse différence, ce serait un renouvellement des gammes beaucoup plus lent. En effet, les constructeurs prendraient plus le temps de développer le nouveau modèle, et le laisseraient également plus longtemps sur le marché, déjà le temps de développer le nouveau, mais surtout le temps de rentabiliser le modèle qui est déjà sur le marché. Et c'est vrai que des voitures qui restent longtemps sur le marché, il n'y a pas énormément d'exemples. Les gammes aujourd'hui évoluent très vite. Évidemment, que tous les constructeurs travaillent dans leur coin serait du bon. Déjà, le renouvellement beaucoup plus lent des gammes ferait que les gens auraient moins souvent tendance à changer de voiture, puisque racheter une nouvelle voiture pour acheter la même, autant garder l'ancienne. Et ça, à ce niveau-là, la nature nous dirait merci. Ce serait peut-être pas du recyclage, mais d'une certaine façon, il y aurait quand même beaucoup moins de produits différents sur le marché et une envie de changement moindre du consommateur. Les constructeurs pourraient également prôner fièrement leur propre identité visuelle et technique, plutôt que d'avoir comme aujourd'hui des produits standardisés qui se ressemblent tous. Néanmoins, il y aurait également aussi du moins bon à ce que les constructeurs ne travaillent pas ensemble. En effet, plusieurs constructeurs parmi les leaders mondiaux auraient probablement disparu depuis belle lurette, sans l'explosion du travail en groupe. Et oui, j'ai utilisé belle lurette, expression qui n'est plus utilisée depuis belle lurette, à peu près la même période à laquelle les constructeurs en question auraient disparu s'ils n'avaient pas fusionné. C'est ici que je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Notre gros dos est loin d'être terminé, néanmoins mon horaire de travail me laisse assez peu de temps pour les tournages, je ne peux donc pas vous donner de date exacte pour le prochain épisode. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas le louper, et d'ici là, portez-vous bien.